Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dominique Grange, chanteuse et scénariste de bande dessinée. C'est à l'occasion de mai 68 qu'elle entre pleinement en lutte, faisant de la création artistique un terrain d'engagement politique. Et avec elle, nous retracerons cet itinéraire de combat afin d'y puiser des repères pour nous être présentes. Je m'appelle Dominique Grange. C'est mon nom de naissance et c'est aussi mon nom de chanteuse. Je suis auteur, compositeur, interprète. J'écris aussi. J'écris aussi d'autres choses que des chansons. J'ai écrit 2 bouquins. Je fais des bandes dessinées, des scénarios de bandes dessinées avec mon compagnon qui dessine. Donc on se complète pas mal pour faire des trucs qui nous intéressent, qui nous motivent et qui correspondent à nos idées. Comme question de préambule, je sais qu'on vous pose souvent la question dans l'autre sens, mais j'avais envie de vous demander de quel combat vous étiez l'héritière au moment où vous êtes entrée en lutte. Je pense en particulier à certaines chansons, N'effacez pas notre race, dans laquelle vous vous adressez. Vous avez une adresse à votre père, enfin pas une adresse, mais vous faites référence à l'histoire de votre père. Oui. De la même manière, la commune en lutte aussi. Ouais, l'histoire de mon père, elle est quand même beaucoup plus proche pour moi que l'histoire de la commune. Surtout que j'ai quand même baigné dedans quand j'étais petite. Mon père a été prisonnier donc en Allemagne pendant un peu plus de 3 ans et demi. Donc ça a marqué notre enfance et les récits ensuite qu'il a pu en faire, qui étaient très très humbles, il s'est jamais posé en victime. Il en parlait peu. Il parlait beaucoup de la faim. C'était un peu l'obsession, la faim FAIM, en attendant la fin de la guerre. C'est important dans mon histoire, c'est-à-dire que j'ai quand même grandi avec l'idée, avec la connaissance de ce qu'avait été l'occupation, de ce que c'était le nazisme, etc. Voilà, donc ça me rangeait d'un certain côté. Après, il y a la guerre d'Algérie. Et là, je suis ado, et je suis au lycée, en philo, j'ai une prof de philo qui est communiste, qui est au PC, donc toute l'année on n'a parlé que de ça quasiment. On a aussi été par elle, grâce à elle, initié à tout un tas de choses. On a écrit des tracts contre la guerre d'Algérie évidemment, contre la colonisation, contre l'occupation française. En tout cas, on a été baigné pendant toute l'année dans un contexte qui était plus un rapport professeur-élève. C'était vraiment une initiation politique. Et donc, au cours de l'année, j'ai été à mes premières manifs et pris mes premiers coups de matraque. Voilà, je peux vous demander à quel moment de la guerre c'était ? Oui, c'était en 57, 58, 57 plutôt, la philo, oui. Il y avait déjà 3 ans que la guerre avait commencé. Voilà, ça a été extrêmement favorable et cette prof, je l'aimais beaucoup, beaucoup. Tous, on était passionnés. Je pense qu'elle a fait basculer pas mal, idéologiquement, pas mal de jeunes à qui elle a enseigné, et c'était pas du bourrage de crâne, puisqu'on était vraiment dans une actualité, l'après-guerre évidemment, et puis la guerre d'Algérie, quoi. Tous les ingrédients étaient là pour qu'on comprenne de quel côté on avait envie d'être. C'est très important dans mon parcours, cette rencontre avec elle. Elle s'appelait Jeannette Colombel. J'ai plaisir à dire son nom, parce que à Lyon, elle était très connue. Elle a enseigné pendant des années au lycée, donc en philo. Elle est décédée maintenant, malheureusement. Et on s'est retrouvés d'ailleurs. On s'est retrouvés à Vincennes en 69, 68-69. Quand je suis rentrée à Vincennes, à la rentrée, après 68, je me suis inscrite à Vincennes. Et on s'est retrouvés à ce moment-là avec elle. Elle montait beaucoup à Paris. Elle était au Secours Rouge. Voilà, c'est étrange, des années après. Et dans une autre ville ? Oui. Et vous étiez réinscrite dans quelle discipline ? J'étais inscrite en philo, justement. Vous avez évoqué mai 68, donc au moment où les premières agitations commencent, qu'est-ce qui vous fait entrer de manière irrémédiable dans la lutte qui commençait ? Je cherchais ma place. Je crois, comme beaucoup de jeunes chanteurs,
On se disait, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on prend la guitare, on va dans la rue. Les gens ne nous connaissent pas, les étudiants, qu'est-ce qu'on va leur dire? On n'est plus étudiants. Enfin, on était pas mal à se poser cette question. Et puis un jour, un chanteur très connu qui s'appelait Lenny Escudero, hélas est décédé lui aussi, je l'ai entendu à la radio, il disait bon, les chanteurs, remuez-vous, qu'est-ce que vous faites? C'est vrai que nous, on fait pas un travail collectif, donc c'est beaucoup plus difficile de se mettre en grève, parce qu'on est chacun dans son coin, mais on peut quand même bouger si on prenait nos guitares et si on mettait ce qu'on sait faire au service de ceux qui luttent. Ni une ni deux. Le soir, il y avait un concert, il y avait un podium devant Renault, on s'est retrouvés plein de jeunes chanteurs avec nos guitares, ou pour ceux qui n'en avaient pas, ils chantaient a cappella. Et on a chanté comme ça, on a improvisé. Et puis ça a été un noyau fondateur d'un collectif qui s'est installé à la Sorbonne, puisque la Sorbonne était occupée, qui était un collectif de chansons, de soutien aux luttes. Et on était très demandés. On avait une permanence téléphonique dans un bureau de la Sorbonne. Les gens nous appelaient, on fonçait dans les boîtes occupées. On arrivait, on chantait où on pouvait, sur les tables de cantine ou ailleurs, dans les tripostaux aussi. Voilà. Et ça, c'était extraordinaire, parce qu'on sortait tous de notre chambre, ou presque, pour se retrouver effectivement dans une action et un soutien collectif, où il fallait beaucoup écouter les gens, comprendre, pas leur donner de leçons, pas leur dire... je me rappelle, on leur disait, vous arrêtez pas, hein, vous allez pas laisser tomber, vous serrez jusqu'au bout et tout. On était toujours tempérés par les délégués CGT qui étaient là et qui n'aimaient pas du tout qu'on parle politique avec les ouvriers ou les employés qui travaillaient là. On était là pour distraire. Les chanteurs, c'est ça, hein, c'est pour distraire. Les chanteurs qui se mêlent de politique avec des gens en lutte, ça plaisait pas du tout. Ça plaisait beaucoup à ceux qui luttaient, par contre. Voilà, donc petit à petit, tout ça, ça a été une prise de conscience qui s'est structurée avec un intérêt beaucoup plus poussé pour les différentes formes d'engagement, les différentes théories aussi politiques. Moi, j'étais pas imbibée, j'avais pas lu Trotsky, j'avais pas lu Mao, j'avais pas une culture politique vraiment solide, quoi. Donc je m'y suis mise, comme beaucoup d'autres aussi. Puis voilà, puis j'ai écrit des chansons, parce que je manquais quand même un peu d'outils dans cette lutte. J'avais pas de chansons engagées, j'avais pas de chansons qui parlaient de l'exploitation, de la difficulté aussi à prendre la parole, à se faire entendre pour tant de gens qu'on n'écoute pas. Et tout ça, ça a fait que petit à petit, je me suis dit, si je sais faire une chanson, il faut que je le fasse, et que ces chansons-là, je les mette au service des luttes. Et on était un certain nombre à faire ça, hein. Il n'y avait pas que moi. Voilà, à la rentrée 68, j'ai fait un petit 45 tours avec 4 chansons, Grève illimitée, La Pègre, Chacun de vous est concerné et À bas l'État policier. Voilà, ça, c'est les 4 premières... c'est les chansons coup de poing. Ce petit 45 tours, il était vendu 3 €, c'est marqué dessus. 3 € uniquement au bénéfice des comités d'action. Donc tous les groupes qui voulaient le vendre le prenaient. On n'arrêtait pas de le retirer, C'était chouette, parce que c'était la première fois, moi, que je faisais quelque chose comme ça. J'avais un produit, comme on dirait aujourd'hui, un produit qui était gratuit quasiment, qui était vraiment 3 €. C'était pas 3 €, c'était 3 francs. C'est-à-dire que le fric, ça n'avait aucune importance. C'était vraiment... je trouve que tout était relativisé par rapport à ce qu'on avait pu nous enseigner, entendre, etc. Il y avait un nouveau mode relationnel qui était... Là, on voulait que ces chansons existent, qu'elles soient diffusées, qu'elles soient un outil. Et donc, il n'était pas question de faire du fric avec, quoi. Je sais même pas si ça remboursait le papier. L'enregistrement, c'était dans un studio solidaire. Et les musiciens ont tous bossé solidairement. Tout le monde a fait ça comme ça, sans aucune idée de gagner un sou. C'est un sacré renversement déjà. Et même on le donnait dans les boîtes où on allait chanter, quand on pouvait, on le donnait. Parce qu'après... Donc il est sorti à la rentrée en octobre 68. Donc moi j'étais à Vincennes. Et à Vincennes, on avait, pendant le courant de l'année, on a créé un comité d'action aussi, qui sortait dès qu'il y avait quelque chose. On nous appelait. Il n'y avait pas de portable,
Mais bon, on le savait, il y avait un endroit, il y avait une imprimerie en grève, je sais pas quoi, qui occupait, il fallait qu'on y aille. Donc on était très mobile. On était un groupe très mobile. On faisait plus ça qu'étudier. Je reconnais, on était en assemblée générale tout le temps. Ah oui, Vincennes, ça causait beaucoup. Et il y a un film très chouette qui a été fait par Virginie Linhart, qui s'appelle Vincennes, l'université quelque chose, je sais pas, mais vous le trouverez facilement sur internet, qui est très très bien parce que elle raconte bien toute cette épopée, bon les chants révolutionnaires, etc. Il y avait les profs qui se faisaient critiquer ouvertement, qui étaient même quelquefois. Il y avait une ambiance particulière à Vincennes, qui était vraiment l'émanation de mai 68. D'ailleurs, Edgar Faure, qui avait créé cette université, avait dit ce sera le bocal de la contestation. Effectivement, nous avons enfermés dans ce bocal jusqu'au jour où on a occupé la fac. Et les flics sont venus en pleine nuit, on a tous été arrêtés. Il y avait Foucault, je me souviens avoir vu Foucault dans un couloir qui disait attention, CRS en bas. La fac c'était extraordinaire, hein. C'était vraiment un assaut, enfin un siège de la fac. Donc tout le monde a été embarqué, on a chanté toute la nuit à Beaujon. Bon, je sais pas comment vous dire, l'ambiance, c'était vraiment chaud tout le temps, quoi. C'est-à-dire que mai 68 ne s'arrêtait pas. Il s'est arrêté pour l'ennemi de classe, évidemment. Il s'était arrêté pour tous ceux qui voulaient récupérer leurs privilèges. Mais pour nous, non. Nous, c'était, bon, on peut pas s'arrêter, quoi. Ce n'est qu'un début, continuons le combat, prend tout son sens à ce moment-là. Après, donc, il y avait ce comité... on appelait comité de base, le comité à Vincennes, qui regroupait des gens de diverses idéologies. Il y avait des anards, il y avait pas mal d'anards, il y avait des... Puis là, il y avait quelques maoïstes aussi qui venaient souvent d'autres groupes, de l'UJCML, du PCMLF. Bon, beaucoup avaient été au PC, à l'UEC, quand ils étaient étudiants et qui s'étaient fait lourder de l'UEC parce qu'ils avaient des positions trop extrêmes. Ils étaient là. C'est comme ça que je rencontre pour la première fois des Mao. Et je pars en usine. Voilà, donc vous voyez, j'avais bien compris le message, qu'est-ce qu'on foutait là, les petits bourgeois en fac, pour faire quoi, pour lutter contre quoi, qu'est-ce qu'on allait faire de tout ça, et bon, alors que les ouvriers, la classe ouvrière avait besoin de soutien, avait besoin d'aide pour ses luttes, et qu'on pouvait peut-être faire quelque chose, aider, apporter des idées, etc. L'idée, c'était pas aller endoctriner les ouvriers. Pas du tout, ni les pousser à faire des trucs aventuristes qui leur seraient retombés sur la gueule. C'était vraiment pas ça, c'était plus accompagner les luttes, les comprendre, être là pour aider à faire des choses, à rédiger un texte, je sais pas quoi. Mais être là, évidemment, si une lutte se déclenchait. Je suis partie en usine dans le sud de la France. Je suis restée presque un an, un peu moins d'un an. Alors j'ai écrit Les Nouveaux Partisans à cette époque-là. Nous sommes les Nouveaux Partisans, je ne sais pas si vous la connaissez. Et comme la gauche prolétarienne s'était constituée, était devenue une organisation qui avait un nom, qui avait pignon sur rue. Enfin, pignon sur rue entre guillemets, hein, parce que le pignon sur rue, c'était plutôt répression qu'autre chose. Mais je veux dire, elle était très active, il y avait beaucoup de sympathisants. En France, c'est une organisation nombreuse. On a refait un CD, pas un CD, un 45 tours. Non, les CD, ça n'existait pas. On a refait un 45 tours avec cette chanson-là, et puis une autre qui s'appelle Cogne en nous le même sang, sur la fraternité, le sang révolutionnaire qui coule dans nos veines. Je vais vous demander justement comment a été vécu le retour à la normale après ces quelques semaines vibrantes pendant mai 68. Très mal, hein. On a vu le quartier latin, les rues du quartier latin être recouvertes de goudron, c'est-à-dire que nos beaux pavés, les pavés, ils étaient partis dans les barricades, il y avait des trous partout, et tout a été rasé, uniformisé, couvert de goudron. Ça, c'était symbolique, mais je me souviens que on était très nombreux à regarder ça se faire. On était comme ça sur le bord du boulevard Saint-Michel, et on criait et tout. Et les mecs, ils n'en avaient rien à foutre, ils goudronnaient.
C'était symbolique, mais c'était, voilà, on se disait, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir balancer sur les flics qui nous répriment, qui nous agressent, qui nous matraquent, etc. On a bien trouvé des substituts après. Et c'était plus les pavés d'antan. Donc non, c'est très mal vécu, c'est pas possible que ça s'arrête comme ça. On arrive au mois de juin, il y a la mort de Gilles Tautain, un jeune maoïste qui est tué par les CRS. Enfin, il est balancé dans un étang à Flins et il est noyé. Quand on en a parlé à l'époque, il y avait eu des témoins, d'autres manifestants qui ont dit que les flics avaient tapé sur les mains quand il essayait de s'accrocher pour remonter avec un coup de mousqueton. Enfin bon, donc il s'est noyé, soi-disant. C'est la version officielle. L'enterrement de Gilles Tautain, c'est un peu l'enterrement de mai 68. On est très très nombreux, des centaines de milliers. En tout cas des dizaines de milliers. Peut-être j'exagère, des centaines. On pleure un camarade, mais on pleure... on est battu, quoi, à ce moment-là. Disons, militairement. On n'est pas battu idéologiquement, heureusement. C'est bien pour ça qu'après, tout le monde recommence, continue, s'engage plus à fond, qui est mon cas. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avant de partir en usine, je suis allée voir mon producteur de mon disque, parce que j'avais fait un autre 45 tours juste avant mai 68, qui allait sortir et qui n'est jamais sorti, puisque mai est arrivé. Et je suis allée voir mon producteur, qui était Guy Béard, qui était un chanteur, auteur-compositeur très connu. Je lui ai dit, j'arrête le métier. Alors il m'a dit, mais qu'est-ce que je fais avec ton CD, avec ton 45 tours? J'ai les pochettes, tout est tiré et tout. Il me dit, je tapisse ma salle de bain avec, qu'est-ce que je fais? Bon, c'était pas mon problème du tout. J'ai trouvé qu'il était quand même super parce qu'il m'a dit, vas-y, si tu veux vraiment, vas-y, mais va jusqu'au bout. Et ça, c'était quand même généreux parce qu'il avait payé l'enregistrement, il y avait des super musiciens et tout, et il croyait à ce 45 tours. Il avait fait une petite maison de disques qui s'appelait Temporel, qui vient d'une chanson qu'il avait écrite qui s'appelait Le bal chez Temporel, complètement inconnue aujourd'hui, parce que Béard, les radios le passent pas. J'étais le premier poulain, la première pouliche, je sais pas comment on peut dire, de cette maison, de ce petit label. Donc ça a été quand même une grosse déception pour lui qu'on sorte pas le 45 tours, mais il m'a laissé libre. Et ça, j'ai encore aujourd'hui une gratitude infinie pour lui, parce qu'il n'a pas vu son intérêt, il a vraiment vu ma volonté de m'engager. Et je suis partie en usine juste après. Je lui ai laissé avec je sais pas combien il avait tiré, 2 ou 3 000 exemplaires sur les bras. Et je pense que maintenant on peut passer à l'héritage de cette période-là et des premiers engagements. Et qu'est-ce qui, de votre point de vue, reste vibrant de l'héritage de mai 68? Et en même temps, qu'est-ce qui a peut-être été trahi ou oublié? Je pense à ces paroles que vous chantez dans Toujours rebelle, toujours debout. Nous avons vu des murs tomber, mais en avons laissé construire. On a vu le mur de Berlin tomber en 89, mais on en a laissé construire un sacré en Cisjordanie occupée. Et ça, dans l'indifférence générale, et comme je suis allée en Palestine chanter, j'ai vu ce que c'était que le mur, ce que ça représentait au quotidien pour les gens. De toute façon, c'est inadmissible. On ne peut pas enfermer un peuple dans des murs. On peut enfermer personne dans des murs, que ce soit une cellule ou que ce soit une ville ou un continent ou je sais pas quoi. La seule idée de ça, d'avoir fait cet apartheid physique, qui est ce mur épouvantable qui oblige les Israéliens les Palestiniens qui vont travailler dans les territoires israéliens, les oblige à contourner, à prendre des routes parce que les routes autorisées pour les Israéliens sont interdites aux Palestiniens, etc. C'est affreux. Vivre à l'ombre de ce mur, c'est un désastre, c'est un cauchemar pour la population palestinienne. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que j'évoque quand je dis nous avons vu des murs tomber, nous en avons laissé construire. Comme on a laissé le génocide se perpétrer à Gaza depuis 2 ans. C'est fou, parce que ça se passe, ça dure, et on continue de vivre et on continue de se taire. Et je pense évidemment au gouvernement européen en première. Je voulais surtout qu'on revienne sur. Il y a eu des élans révolutionnaires inouïs
mai 68, s'ils sont restés, je veux dire, ils ont marqué ceux qui y ont participé assez rapidement, d'autres, enfin, je veux dire, l'ordre du monde a Continuer. continué comme... Oui, bien sûr. Mais bon, ça, c'est tous les mouvements révolutionnaires se sont passés de cette façon-là. Non. 89, ça a réellement bouleversé les choses ça. en profondeur, mais 1848, la Commune, 1871, d'autres mouvements révolutionnaires qui ont pu avoir lieu en France. Je parle de la France seulement. C'est des moments, mais ce sont des moments qui génèrent d'autres choses par la suite. C'est-à-dire que nous, on est les héritiers de ça. Et on peut pas, enfin, c'est pas simple, c'est pas simplement un moment et puis c'est terminé. Non, ça marche pas comme ça. Moi, je crois à la mémoire des luttes, je crois à la mémoire révolutionnaire, je crois aux enseignements que ça peut nous apporter aussi pour continuer. Mais c'est jamais fini. C'est ça que j'ai voulu dire dans la chanson N'effacez pas nos traces. Aujourd'hui, on est dans une phase encore différente parce que nous, en 68, par exemple, il y a eu aucune pulsion écologique. On n'en parlait pas d'écologie. Ceux qui en parlaient, c'était les joyeux hippies qui étaient toujours moqués, qui étaient toujours ridiculisés. Et on n'en parlait pas. Mais le problème était là. Mais c'est comme pour la contraception, l'avortement, etc. C'était tous ces domaines sur lesquels il n'y avait pas encore peut-être une avancée suffisante de réflexion, de conscientisation. Et donc, c'était un peu laissé de côté. Puis après, ça a surgi. Parce qu'il y a un moment, ça ne peut pas ne pas exploser, quoi. Si on avait joint le combat écologique à mai 68, ça aurait été quelque chose. Sauf que dans les campagnes, je ne suis pas sûre qu'on aurait été très suivi. Enfin, en tout cas, ça n'a pas pris. C'était très limité. C'était plutôt les Américains, les États-Uniens qui parlaient d'écologie, qui menaient des combats, des luttes sur place. Beaucoup de vos chansons contiennent des hommages, un très grand nombre d'entre elles d'ailleurs. Est-ce que chanter ces histoires, je pense en particulier aux références que vous faites dans Toujours rebelle, toujours debout, qui est écrite pour les militants de l'Action directe. De la même manière, vous évoquez Georges Abdallah, qu'on a libéré récemment dans d'autres chansons, Nelson Mandela. Enfin, il y a quand même cet héritage-là. Oui. Et est-ce que c'est non seulement une manière de ne pas laisser disparaître cette histoire et de ne pas la laisser plonger dans l'oubli, mais en même temps, une manière d'affirmer à ceux qui croient qu'ils ont entièrement gagné que c'est pas entièrement le cas, que d'une part, nous sommes toujours là, et que d'autre part, d'autres suivent. Enfin, je crois qu'il y a une métaphore des petits cailloux blancs qui seront repris par les générations d'après. Oui, c'est les petits cailloux blancs, oui. Oui, parce que je suis obsédée par la transmission. Voilà, je veux pas il faut pas que les idées meurent, mais il faut pas non plus que les luttes qui ont été menées soient oubliées. Donc ça, c'est très important, je trouve, pour vous, votre génération, par exemple. Je ne sais pas si vous savez, enfin, si cette génération, je ne parle pas de vous personnellement, sait grand-chose de la guerre d'Algérie, par exemple. À titre personnel, oui, mais c'est mon histoire personnelle qui me fait connaître des choses sur la guerre d'Algérie. D'accord. Mais je parlais ce matin avec une amie algérienne de Mitterrand. Bon, c'est extraordinaire quand même que le ministre de la Justice de Mitterrand abolit la peine de mort, alors que Mitterrand, quelques années plus tôt, fait transporter la guillotine à la prison de Kharach, s'appelle, je crois, d'Alger, où étaient enfermés beaucoup d'opposants, beaucoup de moudjahidines. Il fait transporter la guillotine qui est ici, il l'emmène en Algérie. Et après, ça lui retombe dessus. Hier, on a regardé le reportage au Panthéon. Bon, c'est aussi un hommage à Mitterrand, parce que Badinter était son ministre de la Justice et qu'il a aboli la peine de mort. Tant mieux qu'il ait aboli la peine de mort, je m'en réjouis tout à fait. Mais ça rejaillit sur Mitterrand et ça lui donne une légitimité, alors que cette histoire de la guillotine transportée, ça a dû être quelque chose quand même. Ça, c'est complètement méconnu. C'est vrai que je connaissais pas. Je connaissais le passé trouble de Mitterrand en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Oui, ça tout le monde, ça on connaît. C'est plus connu. Mais ça, le coup de la guillotine, vous verrez, renseignez-vous, vous verrez voir en détail comment ça s'est passé. Bon, ça c'est un exemple. C'est aussi comment les gens au pouvoir récupèrent les événements. Et c'est épouvantable. Ils ont les moyens de le faire.
Mais il n'y a pas que ça, il y a tout le passé colonial, il y a quand même les millions d'esclaves qui ont été déportés, d'esclaves africains qui ont été déportés, amenés ici, etc. Ça, on peut pas ne pas raconter ce passé-là, ne pas le transmettre. Parce que sinon, on n'a rien compris, et puis on pense qu'on est dans un monde de bisounours, quoi. Ben non. Et ces gens-là, ils sont toujours prêts à refaire pareil. Ils le font déjà. Oui, ils le font. Ça prend une autre forme, mais ils le font. J'ai aussi le sentiment, en écoutant certaines de vos chansons, que les mots eux-mêmes sont des chants de bataille, parce qu'il y a tout un vocabulaire de la lutte que ma génération n'a pas connu ou a reconnu que de très loin. Rien que la lutte des classes, c'est pas une expression qui était encore... qui racontait quelque chose pour ma génération. La classe ouvrière, le prolétariat, c'est vraiment des mots qui ne nous appartiennent plus vraiment. Et voilà, je voulais savoir... Mais je pense en même temps que c'est un des premiers obstacles à un engagement révolutionnaire de masse, et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais effectivement, qu'on ait réussi à faire disparaître la notion de prolétariat, la notion de lutte des classes, du vocabulaire médiatique, hein, dirons-nous, c'est bien significatif. C'est-à-dire qu'on veut effacer cette mémoire, on veut effacer tout ce qui leur appartient et qui pourrait aujourd'hui revendiquer ou mettre au service de nouvelles luttes. Puis entre-temps, on a fermé les usines aussi. Tous les bastions, les bastions ouvriers sont fermés. Donc le ferment de ces luttes, les mines par exemple, c'était ces ouvriers-là, c'était le ferment. Ils savaient s'unir, ils savaient mettre des outils de combat à leur disposition, etc. Même s'ils étaient combattus à l'intérieur de l'usine ou par des délégués syndicaux qui leur disaient non, attention, on ne fait pas faire ça, ça va nous retomber dessus, etc. Parce que quand même, les syndicats ont joué leur rôle pour freiner le mouvement révolutionnaire en mai 68, même s'ils ne le reconnaissent pas. Je dis non, c'est fait jeter de certaines usines. Je me souviens qu'on avait fait une nuit, on avait été au Halles avec un camion, et comme on avait fait des collectes tout le temps, chaque fois qu'on chantait, on faisait une collecte. On avait des sous, on avait été au Halles acheter de la bouffe pour porter aux ouvriers, aux grévistes de Renault, parce que le lendemain matin, ils devaient reprendre le travail. L'idée, c'était, s'ils ne sont pas soutenus à l'extérieur, ils vont reprendre, mais peut-être que si on leur montre qu'il y a du soutien, qui peuvent compter sur nous, qui peuvent donner à leurs familles qui sont à l'extérieur de quoi bouffer, etc. Peut-être que ça changera les choses. Et donc on s'est pointé à l'heure de la reprise du travail avec un camion plein de bouffe qu'on avait acheté la nuit au Halles, parce que c'était 2 fois moins cher au Halles. Ça n'existe plus, ça. C'était directement au producteur. Il y avait je me rappelle, des poulets, il y avait plein de choses. Tenait compte aussi de ce que les gens pouvaient avoir envie de manger à ce moment-là. Il y avait des légumes, il y avait toutes sortes de choses. On n'a jamais pu leur donner. La CGT, qui était dehors, nous a empêchés de rentrer dans l'usine. Bon, ça, de toute façon, on savait qu'on n'y rentrerait pas facilement, mais quand même. Ils ont pris le camion, ils ont emporté tout ce qu'il y avait dans un local à eux, et on n'a jamais su ce que c'était devenu. Et il y en avait un paquet, hein, c'était un gros camion. Il a été arraisonné, le camion, par des mecs, des cadres syndicaux qui étaient là pour ça, qui étaient une véritable police. C'est un incident, mais c'est quand même quelque chose qui a compté pour nous. Nous, on était en larmes, hein. Pas parce qu'on n'avait pas pu... Enfin, c'était une frustration terrible de ne pas pouvoir donner directement à ceux qu'on voulait soutenir. Et puis, c'était un échec politique. Parce que si on ne peut pas matérialiser le soutien et remettre aux gens directement, ça ne sert à rien, quoi. Donc, il y avait une déception énorme. Je me souviens de ça. Voilà, dans la transmission, il y a tous ces combats-là. Mais je crois que ça se renouvelle. Je crois très profondément que toutes ces expériences se renouvellent et elles se nourrissent l'une l'autre. Donc, avec le temps. La première partie de notre entretien s'achève ici. Vous retrouverez la seconde dans le prochain épisode.